L'arrivée époustouflante ici aux 100 mètres, l'une des attractions de cette journée. Noah Bibi se fait remonter par Orphée Topize, mais le spécialiste du sprint ne se laisse pas décourager. Le commencement de saison était un peu difficile, mais arrivé dans la vie de tout athlète, ça, je ne vais pas rester Mourouane tout le temps, mais je travaille pour rester Mourouane. Et moi, je commence un peu lent sa saison, mais je vais mauvais rattrapement de temps. Et je vais mauvais revenir healthy, tout ça. Et moi, j'espère qu'à la fin de la saison, on va avoir de meilleurs résultats. Mais au final, Tini, qui manquait d'après vous? Bah, le fait que ça maintenant, moi, je suis un peu découragé, mais sans mon coach, mon entourage, là. Et mon pensée, c'est qu'il manque. Moi, c'est que mon pensée, je gagne les courses. De ce fait, quand je perdu, c'est fini. Et c'est là que je me déstabilise dans les courses et que je me relâche. Mon pensée, c'est 5 mètres qui. Pour moi, mon pensée, je gagne les courses. Et c'est là qu'on fait faire la différence. Travail, comment peut être après là? Mais là, moi, attendre mon temps, je pense que je fais un bon chrono. Et travail là, il est un peu plus spécifique et plus intense. Qui est l'objectif principal cette année-là? Eh ben, l'objectif principal, c'est préparer pour le championnat du monde. C'est un peu difficile parce que manque de niveau, on a surfé ici, mais on pensait avec des 3 stades et haut, on voit ça comme objectif. Justement, Péplan, ça va une stase? Les plans, c'est un peu difficile, sans sponsor, tout ça, et sans coup de main. Mais toujours, on va essayer la tête aux épaules, voilà. Et avec mon Dieu, mon pensée, mon récit, faire mal de ça. Quelques bonnes performances enregistrées côté mauricien aux 100 mètres en féminin également. Première fois, je me représente mon pays. Moi, vraiment, c'est mon coach, je vais y être aussi parce qu'il y a un accompagnement dans tout ça, un moment là avec nos parents aussi. Trop la brise. Faut pas que tu connaisses pas pour raccrocher la brise là. Mais en vrai, ça va. Je ne pas trop stressé pour venir là ce soir. Mais j'ai une belle course aussi. Je suis bien content de faire un bon 100 mètres sauté parce que je me fais prévenir d'une blessure, tout ça. Franchement, je suis satisfait, assez modeste pour les temps. En masculin, à retenir de belles courses réalisées par les Réunionnais. L'objectif de ces athlètes, briller en France et sur le plan international. Il y a les festivals olympiques de la jeunesse européenne qui arrivent vers fin juillet. Du coup, je vais essayer de me qualifier soit sur 100, soit sur 200, soit en longueur. Pour l'instant, je suis plus préposé aux 200 à la longueur. Déjà médaille au championnat de France. Après, pourquoi pas une qualif en équipe de France. J'ai déjà fait 3 championnats de France. L'objectif de l'année pour l'instant, championnat de France. Refaire un 100 mètres en dessous de 11 secondes. Un événement qui a réuni plus d'une centaine d'athlètes, dont une cinquantaine de Mauriciens. Les organisateurs affichent la satisfaction. L'événement, c'est un match triangulaire entre la Réunion, l'île Maurice et les Seychelles. Donc on a voulu organiser quelque chose pour rassembler un peu les athlètes au niveau de l'océan Indien. Donc voilà, ça fait quelques temps qu'on organise ça avec la petite équipe au niveau de la fédération et pour le moment ça se passe bien et on est très content de ça. Le niveau de la compétition d'après vous? Bon niveau, on est très content, il y a de belles performances. Donc on est là pour célébrer les athlètes de la région. Donc au niveau de l'océan Indien, on a de très beaux athlètes. Donc c'est excellent. Justement, en voyant tout ça, on peut dire que les Jeux entre les îles seront certainement très disputés. Bah ouais, dans quelques temps, les Jeux des îles arrivent à vraiment un très grand pas. Donc ça risque d'être très disputé, mais écoutez, nous on va continuer le travail, on a confiance en nos athlètes, on a confiance en nos coachs. Donc on a un beau travail devant nous et on est prêt à relever le défi. Combien de participants? Est-ce que vous avez une idée? Aujourd'hui là, on est autour des alentours d'une centaine de participants, donc ce qui est très bien. Pour Maurice, combien à peu près? Pour Maurice, je crois qu'on est à peu près une cinquantaine, peut-être un petit peu moins, mais ça tourne autour de ça. Satisfait, que ce soit de l'organisation ou éventuellement de la tenue des compétitions? Très satisfait pour le moment, la compétition se passe très bien, on a quand même de bons résultats. Bon, il va falloir attendre à la fin pour savoir le résultat final, mais pour le moment ça se passe plutôt bien. Et prochain rendez-vous du calendrier? Alors là, nous avons les MA Series qui vont commencer, donc compétition pour les seniors. Et puis nous avons aussi la CJSEI, il ne faut pas oublier, qui est dans quelques temps, quelques mois. Donc on continue d'accompagner nos jeunes.
Une sortie qui permettra aux athlètes de gagner davantage en confiance. De retour dans leurs clubs respectifs, ils peuvent maintenant continuer à peaufiner les préparations afin de briller au plus haut niveau. Un bref briefing avant de distribuer les tâches. Depuis avril, les élèves du collège St. Mary's West à Petite-Rivière consacrent 15 minutes chaque jour à leur mini-forêt. Une petite surface, 200 mètres carrés, dédiée à la culture des plantes endémiques et indigènes. Alors, ce projet est très intéressant parce qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est un projet, une affaire qui est majeure, qui porte dans l'actualité. Et surtout pour nous les jeunes, il est très important qu'ils nous connaissent comment respecter l'environnement. C'est justement ça, Tiny Forest, là, qui peut donner l'opportunité de rectifier les erreurs du passé, etc. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 10 déforestation, nous n'avons pas de déforestation. Voilà, Tiny Forest, et nous pouvons respecter nos cultures, etc. L'histoire d'une plante, d'une valeur, etc. Et justement, comprendre un peu l'importance de la nature pour nos planètes. Pour moi, cette activité est bien importante pour mes élèves parce que nous-mêmes, c'est l'avenir de demain. Et ça plante là, ils font partie Maurice au fait. Il est important que les jeunes comprennent qu'ils doivent protéger cette plante endémique là. Et que aussi, c'est apprendre beaucoup de plantes qui me trouvent bien intéressantes. Par exemple, il y a bois de pomme, bois judas, bois cabri, bien intéressant. Et je garde aussi comme cette histoire, ça là. Ce projet reconnecte les plus jeunes à la nature. À travers ce projet mini-forêt là, l'école St. Mary's West, l'IP participe dans un plus grand projet global qui s'appelle Save Our Common Hope. À travers ce projet là, nous pouvons réussir à faire des élèves reconnectés avec la nature. Mais aussi, ce projet-là n'est pas juste une action écologique, c'est aussi une salle de classe vivante. Ici, les élèves apprennent la biodiversité, la responsabilité climatique, le respect de la communauté. Et du coup, moi, je suis très fière de voir mes élèves, l'enthousiasme que mes élèves portent à ce projet-là, à quel point ils involvent, ils care pour les plantes, ils gagnent tracas, ils s'occupent et que je suis très fière. Le concept Tiny Forest permet de produire des forêts natives 10 fois plus rapidement que la formation naturelle d'une forêt. Sur le parvis de la cathédrale Saint-Louis, les bois mapou, café, chapelet et clous et les palmiers bouteilles ont bien poussé. Et dire qu'ils ont été mis en terre il y a seulement 2 ans. Moi, je trouve bien joli. Il casse ça un peu ça. Moi, j'aime monotonie la ville là, il y a une tas de gris partout, une tas de building partout. Et un coin paisible, moi, de sérénité, tranquille. Il y a un terrain qui patine à l'année, une plantée. Là, comment on peut trouver nos résultats derrière. Il y a la forêt qui est bien jolie. Nous avons planté une grande. Déjà, c'est la préparation du terrain. Donc, nous pas planter un terrain plat comme ça. Nous bien préparer. Donc, nous fouillons. Ensuite, nous mettons beaucoup de matière organique sous la correction de Jean-Marie. Nous mettons de matière verte, et nous mettons aussi fumier, nous mettons biomasse. Ensuite, nous couvrons avec une couche de compost et la terre. Donc là, nous terrain déjà préparé. Maintenant, nous venons planter. Donc, pour planter, nous faisons un quadrillage avant. Donc, un quadrillage, c'est nous faire par mètre carré. Disons pour un terrain de 100 mètres carrés, nous pouvons avoir à peu près 300 plantes. C'est 3 plantes par mètre carré. Maintenant, 3 plantes par mètre carré, il y a beaucoup de monde qui parle de nous, mais c'est beaucoup, il n'est pas pour pousser. Donc nous faisons un mapping vraiment avec un couvre-sol, un arbuste et un canopée. Comme ça, je peux gagner la force un avec l'autre et je peux pousser pareil. Une fois que nous finissons de faire le quadrillage, nous faisons le mapping, nous gagnons nos plantes et nous essayons de mettre beaucoup de diversité. Ici, à la cathédrale, dans le 1200 plantes qui nous plantées, nous avons à peu près 60 variétés indigènes et endémiques à peu près. Et quand nous plantons, donc ça fait 2 ans, comme on peut trouver derrière moi, ça plante là, il y a 2 ans. Même moi à la pépinière, donc mon travail à la pépinière endémique.
Man plante qui moyennant dans la forêt qui nous plantait, l'IPAN vient aussi grand que ça en 2 ans. Donc c'est vraiment la préparation du terrain et ça c'est d'après le professeur Miyawaki de Japon. Et derrière, je ne peux pas montrer une de mes plantes qui nous là, pour trouver vraiment impressionnant parce que certaines de mes plantes c'était supposé coastal, mais ici nous plantons dans la capitale et l'IP pousse très très bien. Ces écosystèmes fonctionnels dans un espace réduit offrent de nombreux bénéfices. Vert, c'est-à-dire que la forêt va absorber le CO2 et relâcher de l'oxygène. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la température dans une mini-forêt est à peu près entre 8 et 12 degrés plus basse que la température, disons, sur le parvis. Donc, ça rafraîchit. Ensuite, je crois que l'homme a besoin de voir du vert. On est en train à Maurice maintenant de voir béton, asphalte, béton. On a besoin de voir du vert. Et ensuite, ça protège les espèces indigènes et endémiques qui sont devenues tellement rares. En 1800, il y avait 100% de la superficie de Maurice était en forêt indigène. Aujourd'hui, il reste moins de 1%. Je veux dire, si on continue comme ça, bientôt on n'aura plus. On a déjà coupé beaucoup d'arbres qui étaient presque uniques à Maurice. Donc c'est un patrimoine que nous devons laisser à nos enfants. Nous n'avons pas le droit de décider unilatéralement de couper et de ne pas planter des choses qui poussaient à l'île Maurice. On n'a même pas étudié les valeurs pharmacologiques ou médicinales de nos plantes. On a simplement coupé pour planter de la canne, qui était une urgence en 1800. Mais aujourd'hui, peut-être que l'urgence, c'est de remettre des essences essentielles à l'île Maurice. Et si on peut faire ça dans des villes, c'est formidable, parce qu'une mini-forêt va attirer toute la faune mauricienne, c'est-à-dire lézards, papillons, insectes, oiseaux. Peu de gens à Maurice connaissent qu'est-ce que c'est qu'un coq des bois. Peu de gens ont entendu chanter un coq des bois. Ben, si on fait beaucoup de mini-forêts, la mini-forêt a l'avantage d'être assez grande pour attirer les oiseaux qu'ils viennent faire des nids dans la mini-forêt. Donc, on peut espérer un jour que dans cette forêt qui est derrière nous, on puisse entendre des coqs des bois. Ce concept prend de l'ampleur parce qu'on n'a pas besoin d'une grande surface, par exemple. Ben, la mini-forêt a été définie par un ingénieur indien, Shubhendu Sharma, qui avait chez lui un petit jardin de 10 mètres par 10 mètres. Il a demandé à ses amis de venir l'aider pour planter la forêt. Et après 2 ans, il a commencé à voir des papillons qu'il n'avait jamais vus de sa vie. Quand il a été demandé, on lui a répondu, mais c'est des papillons indigènes. Et il a vu des oiseaux qu'il n'avait jamais vus. Et on lui a dit pareillement, les oiseaux sont des oiseaux indigènes. Donc, il s'est rendu compte que 10 mètres par 10 mètres suffisait pour abriter un microcosme du pays. Donc, c'est ce que nous voulons faire. Et beaucoup de jeunes ne savent même pas la différence entre indigène et endémique. Beaucoup n'ont jamais vu une plante indigène ou endémique. On nous a raconté que les plantes indigènes poussaient très lentement. Regardez derrière nous, ça a 2 ans. Si ça c'est lent, bien qu'est-ce que c'est qu'être rapide? Donc, non, il y a beaucoup d'avantages. Et un des avantages moindres, mais importants toujours, c'est développer l'esprit communautaire. On a réussi à faire des tiny forests essentiellement dans les écoles, dans des églises, où il y a un peu des volontaires captifs. Hein? Tandis que quand on va dans des bureaux, c'est beaucoup plus compliqué de rallier les gens qui travaillent là. Ceci dit, tous ceux qui ont mis la main
à la pâte pour les Tiny Forest sont sortis de là emballés et voulant refaire. Parce que ça a donné un esprit de communauté qui manque dangereusement à l'île Maurice. Le concept de mini-forêt gagne du terrain à Maurice. 26 ont déjà été créés. Bertrand Fauvette est un homme animé par une quête profonde de ses origines, marquée par l'histoire de l'esclavage. Portant un nom hérité de cette période sombre, il a entrepris un voyage personnel pour retracer l'histoire de son arrière-grand-mère, Eugénie, une esclave dont le passé avait été oublié. En fait, je suis blanc, bourgeois, français, né en France, élevé en France. Et puis, il y a quelques années, ma mère a fait la découverte qu'on avait des origines mauriciennes. Alors on le savait, mon père avait dit qu'il y avait ses origines mauriciennes, mais ce qu'a découvert ma mère, c'est qu'en fait, on était descendants d'esclaves. Voilà. Et moi, j'étais marié avec des enfants, installé dans la vie, et cette histoire, cette découverte pour moi, a été un bouleversement, un choc. C'est-à-dire que j'ai découvert que je n'étais pas simplement descendant de Français, mais que quelque part, dans l'histoire, j'avais une aïeule qui avait été une esclave à l'île Maurice. Voilà, donc un beau jour, je me suis dit, il fallait que j'essaie de comprendre, que je en sache plus, et que j'aille à Maurice essayer de retrouver sa trace. Et voilà pourquoi je suis venu un beau jour ici, une quinzaine de jours, pour essayer de retrouver la trace d'Eugénie, cette arrière-grand-mère dont je ne savais rien, qui avait été esclave à l'île Maurice. Vous avez pu trouver des traces de cette personne ? Ah oui, incroyable. Alors en fait, ma mère avait réuni tout un tas de documents. Et puis en fait, grâce à Internet, vous pouvez commencer à communiquer avec des gens, dont des sociétés spécialisées de généalogie, qui ont retrouvé tous les actes et qui ont retrouvé les extraits de naissance, ainsi de suite. Donc moi, quand je suis arrivé ici, j'avais déjà beaucoup de documents. Donc je savais à peu près où chercher d'une manière générale. Mais dès mon arrivée à Maurice, quand j'ai commencé à marcher dans les rues de Port-Louis, j'ai pu retrouver les maisons de mes ancêtres, les écoles où ils étaient, les lieux où ils ont travaillé. Et donc je me suis laissé emmener jusqu'à, vous lirez le livre, jusqu'à découvrir en fait où Eugénie avait vécu. Est-ce que Eugénie a des parents ? Vous avez pu retrouver ses parents ? Ouais, alors ça c'est l'histoire un peu moins drôle. C'est-à-dire que, donc vous verrez, Eugénie en fait a eu des enfants avec le planteur. Mais Eugénie avait une mère qui s'appelait Pauline et on a retrouvé sa trace dans les registres d'esclaves de l'île Maurice de 1814 qui liste tous les esclaves dans toutes les plantations et il y a son nom, son prénom, sa taille, sa couleur de peau, sa fonction. Donc elle était esclave de pioche dans une plantation. Voilà. Donc on a retrouvé sa mère Pauline, mais on ne sait pas qui est le père évidemment. Ça, on fait comment de revivre tout ça ? Alors, Alors, il faut bien comprendre que moi, j'ai été élevé en France, que je travaille en France et que, en fait, vous prenez en pleine face toute cette histoire. Donc, ça fait un choc, mais tout ce que je suis, moi, aujourd'hui, je le dois à ces ancêtres, ces aïeux qui étaient esclaves et qui, eux, ont vécu cette période et qui ont survécu à cette période. Donc je leur suis entièrement redevable. Donc ça fait un choc, mais je suis absolument très fier de toute cette filiation et je suis ravi d'avoir pu, à travers ce livre, donner un visage à Eugénie, cette esclave grâce à qui je suis là aujourd'hui. La couverture, elle est belle et la couverture a une histoire. Alors elle a une histoire qui est assez étonnante. Donc en fait, le planteur qui a eu des enfants avec Eugénie, dont je descends, est la famille Montocchio, Charles Montocchio. Et vous découvrirez dans le livre qu'en fait, j'ai essayé de les rencontrer et à ma grande surprise, ils m'ont accueilli à bras ouverts et on a beaucoup échangé. Et quand l'idée de ce livre est arrivée, qu'il a été écrit, l'éditeur a dit je m'occupe de la couverture. Et Vincent Montocchio, qui est un artiste, a tout de suite dit non, la couverture c'est moi. Et donc il a fait cette couverture en rentrant dans le système d'intelligence artificielle toutes les informations qu'on avait. Et à la fin, il a sorti ce portrait, donc qui est issu de l'intelligence artificielle, qui représente Eugénie. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai dit non, je ne me reconnais pas dans ces traits. Et en fait, on a passé des journées à discuter. Et
pour qu'il m'explique comment il avait fait ce portrait. Et en fait, quand après, nous, on a communiqué sur réseau Facebook pour dire j'ai la joie de vous annoncer que Jenny va avoir un visage à travers un livre, toute la descendance a débarqué. J'ai découvert des cousins partout, dont une américaine qui m'a dit « mais moi j'ai des photos de la fille aînée de Jenny, parce que je descends de la fille aînée ». Et elle a sorti la photo, et quand on compare les deux photos avec la couverture, c'est exactement la même. Donc en fait, ce qu'a fait Vincent Montocchio est quelque chose d'assez extraordinaire. Cette recherche l'a conduit à explorer les archives et les récits familiaux, révélant une vérité longtemps enfouie. À travers son histoire, Bertrand Fauvette met en lumière l'importance de la mémoire et de la reconnaissance des racines pour comprendre l'identité individuelle ainsi que collective.